Certaines affaires ne peuvent pas être résolues, parce qu'elles défient la logique. Avant de commencer, si ces histoires réelles vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun récit. Aujourd'hui, je vous apporte 4 expériences troublantes vécues par des policiers pendant leur service. Des expériences qui ne figurent dans aucun rapport officiel. Je m'appelle Laurent et j'ai 42 ans. Je suis gardien de la paix à Paris depuis 18 ans. J'ai vu beaucoup de choses dans ce métier. Crimes, accidents, tragédies. On m'a formé pour garder mon calme, pour observer, pour analyser. Mais ce que j'ai vécu en novembre 2019, pendant une patrouille de nuit dans le métro, a défié tout ce que je pensais savoir sur la réalité. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un jeudi vers 3h du matin. Je patrouillais avec ma collègue, Sophie, dans le métro parisien. Les derniers trains avaient cessé de circuler à 1h. Nous faisions notre ronde de routine, vérifiant que les stations étaient sécurisées. Nous étions à la station Châtelet-Les Halles, l'une des plus grandes du réseau. À cette heure, c'est désert. Inquiétant, même. Des kilomètres de couloirs vides, des quais silencieux. « Je déteste cette station la nuit », dit Sophie. « Elle me donne toujours la chair de poule. »« Juste une station de plus et on a fini », répondis-je. Nous marchions le long d'un couloir vers la ligne 4 quand nous l'avons entendu. De la musique, très faible, comme un accordéon jouant une vieille chanson française. « Tu entends ça ?» demanda Sophie. « Oui, probablement un SDF qui s'est caché pour la nuit. » Nous avons suivi le son. Il venait du quai de la ligne 4. Nous sommes descendus les escaliers. Le quai était vide, mais la musique continuait. Et maintenant, nous pouvions aussi entendre des voix, des gens qui parlaient, riaient. Fermez les yeux un moment et imagine ça avec moi. Tu es dans une station de métro complètement vide à 3h du matin. Les lumières fluorescentes bourdonnent, les tunnels noirs s'étendent devant toi, et tu entends des gens qui font la fête. Mais il n'y a personne. « Ça vient du tunnel », dit Sophie, pointant vers l'obscurité où les trains disparaissent normalement. Nous nous sommes approchés du bord du quai. Et alors, nous les avons vus. Des gens, au moins 20 personnes, dansant sur les rails dans le tunnel. Ils portaient des vêtements démodés, des robes des années 40, des costumes anciens. Un homme jouait de l'accordéon. Ils dansaient, riaient, comme s'ils étaient à une fête. « Qu'est-ce que... » murmura Sophie. « Vous là !» criai-je. « Sortez des voies immédiatement, c'est dangereux !» Ils ne réagirent pas, continuèrent à danser. Sophie prit sa radio. « Centrale, nous avons environ 20 personnes sur les voies. Ligne 4, station Châtelet. Besoin de renfort. Reçu. Équipe en route. » Nous sommes descendus sur les voies avec précaution. C'est interdit normalement, mais c'était une urgence. Ces gens étaient en danger. Nous nous sommes approchés du groupe. L'accordéoniste nous vit. Il nous sourit et continua à jouer. « Monsieur, vous devez sortir d'ici, tous. C'est extrêmement dangereux. »« Mais la fête vient juste de commencer, » répondit-il. Sa voix avait un écho étrange, comme s'il parlait dans un long tunnel vide. Sophie essaya de toucher l'épaule d'une femme qui dansait. Sa main passa à travers, littéralement à travers, comme si la femme était faite de brouillard. « Laurent, » dit Sophie, sa voix tremblant, « quelque chose ne va vraiment pas. » L'accordéoniste s'arrêta de jouer. Tous les danseurs s'arrêtèrent et se tournèrent pour nous regarder. 20 paires d'yeux nous fixaient. « Vous ne devriez pas être ici, » dit l'accordéoniste. « Ce n'est pas votre temps. » Et alors, comme si quelqu'un avait éteint une lumière, ils disparurent tous, instantanément. Nous étions seuls dans le tunnel noir. Les renforts arrivèrent 5 minutes plus tard. Nous avons fouillé tout le tunnel. Personne, aucune trace. Le lendemain, je fis des recherches. Je trouvai des articles de journaux de 1944. Pendant l'occupation allemande, des Parisiens se cachaient dans les tunnels du métro. Ils organisaient des fêtes secrètes, dansaient, essayaient de garder le moral. Un soir, un tunnel s'était effondré. 20 personnes étaient mortes. Exactement 20. Je patrouille toujours le métro. Mais je ne passe plus par Châtelet à 3h du matin. Parce que je sais que dans ces tunnels, sous Paris, il y a des fêtes qui ne s'arrêtent jamais. Des gens qui dansent depuis 80 ans et qui continueront à danser pour toujours. Mais l'expérience de Laurent n'est pas la seule que j'ai entendue de policiers français. Récemment, j'ai rencontré Marc, un gendarme de 36 ans de Lyon.
Ce qui lui est arrivé en avril 2021, lors d'une intervention dans une maison isolée, lui a fait réaliser que certaines maisons gardent les secrets de leurs anciens occupants. Marc est gendarme depuis 13 ans. Il travaille en zone rurale autour de Lyon. Il a répondu à toutes sortes d'appels, vols, accidents, disputes familiales. Mais jamais rien comme ce qui s'est passé cette nuit d'avril dans une ferme abandonnée. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un samedi vers 22h. Marc et son collègue, Thomas, reçurent un appel d'un fermier voisin. « Il y a des lumières dans la vieille ferme du bois. Personne n'y vit depuis 15 ans. Quelqu'un a peut-être forcé l'entrée. » Ils arrivèrent à la ferme en 20 minutes. C'était une vieille maison de pierre, 2 étages, complètement isolée au bout d'un chemin de terre. Et oui, il y avait de la lumière. Une lumière chaude, jaune, comme de bougies, visible à travers les fenêtres du rez-de-chaussée. « Quelqu'un est définitivement là, » dit Thomas. Ils sortirent de leur véhicule et s'approchèrent de la maison. Marc frappa à la porte. « Gendarmerie, il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Thomas essaya la poignée. La porte s'ouvrit facilement. Ils entrèrent, lampes torches allumées, mais ils n'en avaient pas besoin. L'intérieur était illuminé. Des bougies partout, des dizaines de bougies, sur les tables, les rebords de fenêtres, le sol. « Bonjour » appela Marc. « Gendarmerie, nous devons vérifier la propriété. » Ils entendirent des voix, plusieurs personnes parlant. Ça venait de l'étage. Marc et Thomas montèrent l'escalier avec précaution. Les voix devenaient plus claires. C'était une conversation, une famille qui parlait. Ils arrivèrent au palier. Une porte était ouverte. La lumière des bougies vacillait à l'intérieur. Marc regarda dans la pièce. Il y avait 6 personnes assises autour d'une table. 2 adultes, 4 enfants. Ils dînaient. Il y avait de la nourriture sur la table. Du pain, de la soupe, du fromage. Ils parlaient, riaient, comme une famille normale lors d'un repas. Sauf qu'ils portaient des vêtements d'une autre époque, les années 50 ou 60 peut-être. « Excusez-moi, » dit Marc, « vous êtes les propriétaires ?» Tous se tournèrent pour le regarder, et Marc vit leurs yeux. Tous noirs, complètement noirs, pas de blanc, juste noir. Le père se leva. « Nous sommes chez nous, » dit-il. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. »« Monsieur, cette maison est abandonnée. Vous êtes en violation de domicile. »« Abandonnée ?» rit le père. « Cette maison est notre foyer. Nous y vivons depuis toujours. » Si vous appréciez ceci, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de paranormal, vous ou quelqu'un que vous connaissez? J'adorerais lire votre histoire. Marc se sentit mal à l'aise. Quelque chose n'allait vraiment pas. « Monsieur, je vais avoir besoin de vos papiers d'identité. » « Nous n'avons pas besoin de papiers. Nous sommes chez nous. » Thomas essaya de s'approcher de la table. Mais quand il passa le seuil de la porte, une vague de froid glacial le frappa, comme si la température avait chuté de 30 degrés instantanément. « Marc, » dit Thomas, sa voix tremblant, « on devrait partir. » Pas avant de comprendre, la mère se leva. « Vous voulez comprendre? Je vais vous montrer. » Elle ouvrit une porte qui donnait dans une autre pièce. Marc pouvait voir à l'intérieur. C'était une chambre, et sur le lit, il y avait 6 corps, décomposés, squelettes, vêtus des mêmes vêtements que portaient les gens assis à la table. Marc recula, horrifié. « Nous sommes morts en 1963, » dit le père calmement. « Intoxication au monoxyde de carbone, toute la famille, pendant notre sommeil. Mais nous n'avons jamais quitté cette maison. C'est notre foyer. Et ça le sera toujours. » Marc et Thomas coururent hors de la maison, appelèrent des renforts, une équipe médico-légale. Quand l'équipe arriva et entra dans la maison, les bougies étaient éteintes. La table du dîner était vide. Et dans la chambre, ils trouvèrent 6 squelettes dans un lit, exactement comme Marc l'avait décrit. Les analyses confirmèrent. C'était la famille Dubois, mort en 1963. L'affaire avait été classée comme un accident il y a longtemps. Les corps n'avaient jamais été retrouvés parce que la maison était tellement isolée que personne ne les avait cherchés ici. Marc n'intervient plus dans cette ferme. Personne n'y va. La maison reste là, isolée, abandonnée. Mais parfois, la nuit, des voisins rapportent voir des lumières et entendre des voix.
Une famille qui dîne. Une famille qui ne sait pas qu'elle est morte, ou qui le sait, mais refuse de partir. Et en parlant de choses qui refusent de partir, je dois partager ce qui est arrivé à Isabelle, une inspectrice de 40 ans de Marseille. En juillet 2022, elle enquêta sur une disparition d'enfants. Ce qu'elle découvrit dans un parc abandonné lui a fait réaliser que certains endroits gardent l'écho des tragédies passées. Isabelle est inspectrice depuis 16 ans. Elle a travaillé sur de nombreuses affaires difficiles. Mais les disparitions d'enfants sont toujours les pires. Et cette affaire en particulier la hante encore aujourd'hui. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un mardi après-midi. Une mère avait signalé que son fils de 8 ans, Lucas, avait disparu. Il jouait dans un parc près de leur appartement et n'était jamais rentré. Isabelle et son équipe organisèrent une recherche immédiate. Le parc où Lucas jouait était grand, semi-abandonné. Il y avait eu des plans pour le rénover, mais par manque de budget, il était resté à l'abandon. Isabelle interrogea des témoins. Un homme avait vu Lucas entrer dans la partie la plus ancienne du parc, là où il y avait une vieille aire de jeu rouillée et cassée. Personne ne l'avait vu en ressortir. Isabelle alla à l'aire de jeu. C'était lugubre. Des balançoires rouillées grinçaient dans le vent. Un toboggan cassé, un tourniquet tordu. « Lucas » appela Isabelle. « Lucas, c'est la police. Si tu es là, réponds. » Elle entendit un rire d'enfant, léger, joyeux. « Lucas ?» Le rire continuait. Isabelle le suivit. Il venait de derrière le toboggan. Elle contourna le toboggan et là, elle vit des enfants. 4 ou 5 enfants, environ 8-9 ans. Ils jouaient, tag peut-être. Ils couraient, riaient. « Hé les enfants !» appela Isabelle. « Avez-vous vu un garçon nommé Lucas ?» Ils s'arrêtèrent de courir, se tournèrent pour la regarder. Et Isabelle vit leurs vêtements, modés flués, des années 1990, et leur visage, pâle, trop pâle. « Lucas est avec nous !» dit un des enfants, un garçon avec un t-shirt de dinosaure. « Il joue avec nous maintenant. »« Où est-il ? Je dois le ramener à sa mère. »« Il ne peut pas partir, » dit une fille avec des nattes. « On sait, une fois que tu commences à jouer avec nous, tu ne peux plus partir. » Isabelle sentit la panique monter. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Les enfants pointèrent vers un coin de l'aire de jeu. Et là, Isabelle vit Lucas, assis sur une balançoire, immobile. Ses yeux étaient ouverts mais vides. Isabelle courut vers lui. « Lucas, Lucas, est-ce que tu m'entends ?» Le garçon ne réagit pas. Il regardait droit devant, comme en transe. Isabelle le prit dans ses bras, le souleva de la balançoire. Il était froid, si froid. Les autres enfants se rapprochèrent, formant un cercle autour d'elle. « Il doit rester », dirent-ils à l'unisson. « Quelle règle ? Qui êtes-vous ? » « Nous sommes ceux qui jouent ici, pour toujours. » Isabelle serra Lucas contre elle et courut aussi vite qu'elle pouvait hors de l'aire de jeu. Les enfants la suivirent, toujours en cercle, se déplaçant sans vraiment marcher, glissant. « Tu ne peux pas le prendre !» criait-il. Isabelle atteignit la sortie du parc, croisa la limite avec la rue et instantanément, les enfants s'arrêtèrent. Ils ne pouvaient pas quitter le parc. Ils restèrent là, regardant Isabelle avec des expressions tristes. L'ambulance arriva. Lucas fut emmené à l'hôpital. Il était en hypothermie sévère, en état de choc, mais il était vivant. Isabelle fit des recherches. Entre 1995 et 2003, 5 enfants avaient disparu dans ce parc. Leurs corps n'avaient jamais été retrouvés. Les affaires étaient restées non résolues. Les descriptions de ces enfants correspondaient exactement à ceux qu'Isabelle avait vus. Le garçon avec le t-shirt de dinosaure, la fille avec les nattes, tous. Le parc fut fermé après ça, entouré de clôtures. Personne n'est autorisé à y entrer. Mais Isabelle passe devant parfois, et elle entend encore les rires. Les enfants qui jouent, les enfants qui ne peuvent pas partir, les enfants qui attendent quelqu'un de nouveau pour jouer avec eux, pour toujours. Et pour conclure ces récits troublants, je veux partager l'expérience d'Antoine, un brigadier de 44 ans de Toulouse. En octobre 2023, il répondit à un appel concernant des coups de feu. Ce qu'il trouva dans cet appartement lui a fait comprendre que certains événements traumatisants se rejouent éternellement. Antoine est brigadier depuis 20 ans. Il a été formé pour les situations de crise, les interventions à haut risque. Il a vu des situations dangereuses,
Mais celle d'octobre 2023 était différente. Pas dangereuse physiquement, mais terrifiante d'une manière qu'aucun d'entraînement ne peut préparer. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un dimanche soir vers 20h. Antoine et son équipe reçurent un appel urgent. Coup de feu signalé, rue de la République, appartement 42. Plusieurs détonations, intervention immédiate. Ils arrivèrent en moins de 5 minutes, gilets pare-balles, armes dégainées. L'immeuble était évacué, des résidents paniqués dans la rue. « Combien de coups de feu ?» demanda Antoine à un témoin. « Au moins 6, peut-être plus. Ça vient du 3e étage, appartement 42. » Antoine et 3 autres officiers montèrent. Ils prirent position devant la porte de l'appartement 42. Antoine frappa fort. « Police, ouvrez la porte !» Silence. Ils forcèrent la porte, entrèrent en formation tactique. L'appartement était sombre. Antoine alluma les lumières. Et là, dans le salon, ils virent la scène. Un homme, debout, tenant un pistolet, et devant lui une femme et 2 enfants, recroquevillés dans un coin, terrifiés. « Police, lâchez votre arme !» cria Antoine. L'homme ne réagit pas. Il leva l'arme, pointa vers la femme. « Lâchez votre arme immédiatement !» L'homme tira. 6 coups. La femme tomba. Les enfants hurlaient. Puis l'homme se retourna et tira sur les enfants. Puis il retourna l'arme contre lui-même et tira. Antoine et son équipe coururent vers les victimes. Mais quand ils y arrivèrent, il n'y avait personne. Pas de corps, pas de sang, rien. Qu'est-ce que... murmura un des officiers. Et alors, la scène recommença. L'homme apparut, tenant le pistolet, la femme et les enfants dans le coin. Tout se répéta, exactement de la même manière. 6 coups. La femme tombe. Les enfants hurlent. L'homme se suicide. Puis ça recommença. Et encore. Et encore. Antoine ordonna à son équipe de sortir. Ils appelèrent leur supérieur, expliquèrent la situation. Une enquête fut menée. Les dossiers montraient qu'en 2015, dans cet appartement, un homme avait tué sa femme et ses 2 enfants avant de se suicider, exactement comme Antoine l'avait vu. L'appartement fut scellé. Personne n'y vit. Le propriétaire ne peut pas le louer. Parce que la scène continue. Chaque soir à 20h. 6 coups de feu. Une famille qui meurt. Encore et encore. Un trauma qui ne s'arrête jamais. Antoine continue son travail, mais il porte ce souvenir. La connaissance qu'il y a des événements si horribles qu'ils déchirent le tissu de la réalité et qu'ils se répètent pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire me disant quelle histoire vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces récits, partagez la vidéo. À bientôt dans le prochain volume.